Voilà, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir Dominique Meigne, qui est un acteur et un observateur de notre système de santé. Vous avez été, Dominique Meigne, directeur général de la Haute Autorité de Santé. Vous avez aussi dirigé les centres de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'ANAP, l'Agence nationale d'amélioration. D'appui. Il y a une différence justement à la performance. Appui plutôt qu'amélioration. C'est-à-dire que vous aidez les acteurs. Oui, je crois même que le terme d'appui est le second acronyme de l'ANAP qui au départ on était de cette aventure-là, tous étaient effectivement l'amélioration. Mais aujourd'hui, on est sur l'appui et les mots ont leur importance et c'est ce que nous voulons dire. Nous sommes sur l'appui. Oui, nous avons d'ailleurs reçu la présidente de la Haute Autorité de Santé, la directrice générale également de l'ANAP. Donc, c'est le maître mot, c'est quand même suivre à la fois la qualité, mais également améliorer les processus, peut-être les procédures, l'évaluation. C'est tout ce champ d'activité. Bon, pour nous, enfin pour moi, tout au moins, parce que c'est vrai que j'ai un itinéraire qui, de ce point de vue-là, a bouclé une sorte d'itération. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a jamais eu de contradiction entre la qualité, l'efficience et la pertinence. Tout ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de qualité sans pertinence, hein, et il n'y a pas de pertinence sans efficience. Il n'y a pas de qualité sans pertinence parce que des soins bien exécutés sur de mauvaises indications, ce sont de mauvais soins. Il n'y a pas de pertinence sans efficience parce que la pertinence embarque nécessairement un rapport entre les coûts, et pas uniquement les coûts monétaires, mais enfin les coûts au sens large, et les ressources dégagées par ces coûts. Donc, pour nous, tout ceci, c'est la même chose et c'est plusieurs façons de le dire. Par contre, ce qui est différent, c'est que les positions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'HAS, que j'ai pas mal connue, est dans une position de magistère. Elle doit, avec les professionnels, construire les guidelines, le panier de soins qui va bien et qui est utilement et économiquement responsable. Ce serait plutôt une maison de médecins ou de pharmaciens, enfin de soignants, la HAS. La HAS n'est pas une maison de médecins au sens, ça serait très réducteur, et elle n'a jamais voulu l'être. D'abord pour une raison historique que vous connaissez bien, c'est qu'elle embarque aussi pour à peu près la moitié de ce qu'elle est, la certification des établissements de santé, qui est le vecteur le plus fédérateur de toutes les professions de l'hôpital et dans lequel que l'on connaît bien ici. Les managers, qui soient managers gestionnaires ou managers soignants, puisqu'aujourd'hui tout ceci doit être décliné. Tout le monde s'engage dans la certification. Par contre, vous avez raison de dire qu'elle a, je dirais, plutôt un tropisme scientifique, hein, de dire d'une certaine façon ce qui doit être dit et ce qui est le droit, hein, en termes de juste soin. L'ANAP, c'est autre chose. L'ANAP, c'est une petite musique. D'abord, ne serait-ce que parce qu'elle est, hein, c'est que ça a été une audace de la fin des années 2005-2010. Elle a été créée en 2009, hein, c'est-à-dire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec un portage qui est majoritairement, et ici on s'en souvient puisqu'on est dans une fédération professionnelle, un portage qui est majoritairement assuré par les fédérations professionnelles de l'hospitalisation. C'est-à-dire que c'est la seule instance dans le paysage sanitaire français dans lequel les fédérations hospitalières ont la majorité de la représentation. Donc, et ils le savent et ils comptent bien continuer à ce que ce soit ainsi. Et je suis d'une certaine manière, en tant que président du conseil d'administration, je suis garant de cette forme, de cette intégration entre l'État, l'assurance maladie et les acteurs que sont les fédérations. Je suis aussi garant de ce que l'ANAP est un agenda qui soit tourné vers les besoins des établissements, qui soient des établissements de santé, les établissements publics et les établissements privés, et ainsi que les établissements médico-sociaux et sociaux. Et enfin, depuis peu, mais de façon assez visible, l'ANAP s'intéresse aussi à l'organisation territoriale des soins. On ne peut pas être aveugle au point de ne pas regarder ce qui sort du panier des structures d'hospitalisation
court séjour, moyen séjour, SSR et médico-social, on regarde aussi ce qui se passe dans le cadre de l'organisation territoriale. Qui c'est l'interlocuteur de l'ANAP? C'est toujours les agences régionales de santé pour mettre en œuvre? C'est à la fois les ARS, parce que les ARS sont des acteurs, plus que des acteurs, des régulateurs. Nous avons reçu Aurélien Rousseau. Voilà, donc nous sommes évidemment en interface avec les ARS, mais nos clients, si on veut garder un langage gestionnaire de relation client-fournisseur, nos clients, ce sont les établissements. Donc nous outillons les ARS qui, à juste titre, trouvent qu'on n'en fait pas assez, mais c'est normal. Nous outillons les ARS pour qu'elles puissent à la fois intervenir ou co-intervenir parfois avec nous dans l'appui aux établissements et aux programmes de transformation. Et alors, est-ce que vous pourriez également, ou est-ce que vous participez, c'est vraiment une question, au fonctionnement, plutôt à la création de ces CPTS, communautés professionnelles de territoire, et les maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple? Est-ce que ça fait partie de votre champ? On travaille, comme je l'ai dit à l'instant, c'est possiblement dans notre champ. Alors après, on travaille sur commande. On travaille sur commande d'un agenda qui est validé par le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on travaille pour partie sur les modèles économiques de ces organisations-là. C'est-à-dire comment arriver à assurer un équilibre des modèles économiques, aussi bien des centres de santé que et nécessairement des maisons pluriprofessionnelles, même si la commande était initialement tournée sur les centres de santé parce qu'ils sont dans l'offre de soins qui est sous le contrôle du régulateur. Mais on est obligé de regarder aussi les maisons pluriprofessionnelles. Et sur les CPTS, on n'est pas directement aujourd'hui à la commande, mais il y a toute une série de guides et de dispositifs qui peuvent contribuer à aider à l'émergence des CPTS, parce qu'une des grandes évolutions de la NAP dans les années récentes, qui a démarré avant que je l'en prenne la présidence et qui doit beaucoup notamment à la directrice actuelle, Sophie Martinon, c'est d'avoir insufflé la culture des communautés professionnelles. C'est-à-dire qu'on est une sorte de fédération ou de club des acteurs qui se retrouvent selon des logiques métiers ou selon des logiques d'usage dans des clubs dans lesquels ils partagent. On est dans l'économie, la culture collaborative. D'accord. Et ça reste... Alors, on dit également qu'il y a encore beaucoup d'agences. Enfin, c'est une question. Il y a 1200 sur l'ensemble du champ de l'État. 1200 l'ensemble du champ de l'État, sous contrôle de l'État. Et en santé? En santé, il y en a beaucoup moins. Je n'ai pas le chiffre exact, mais... en santé, au sens ministère de la Santé, bon, si on essaie de faire la liste, je vais en oublier, mais enfin, il y a les agences qui sont des agences de moyens, l'agence technique d'information hospitalière, la NAP sur la performance. Après, il y a les grandes agences qui sont les agences qui exercent des fonctions au nom de la puissance publique, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des médicaments, l'Agence de biomédecine, Santé publique France. Voilà. Bon, c'est essentiellement, après il ne faut pas oublier, il y a l'INCa qui a plusieurs tutelles, l'HAS qui est une autorité indépendante qui n'est pas à proprement parler une agence. Et puis il y a aussi la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, la CNSA, qui est en fait un opérateur public. Oui, alors on avait dit il y a quelque temps qu'il allait y avoir une fusion de plusieurs agences. On en est où dans ce champ? Bon, ben, il y a de toute façon toujours eu, moi du temps où j'étais DG de la HAS, j'ai vécu plusieurs, j'allais dire, séquences de cette réflexion-là. Bon, et du reste, pendant que j'étais en responsabilité, on a fusionné l'agence qui s'occupait de la qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec la HAS. La NESP, c'est ça? La NESP. Il y a une réflexion. La question, c'est pas tellement de savoir quelle est la sortie en termes de mécano, mais c'est plutôt de savoir quelle est la cohérence. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur.
Par contre, il y a à se préoccuper de se poser les bonnes questions en termes de cohérence de l'action, c'est-à-dire faire des agences plus importantes pour le simple plaisir visuel de voir des macro-organisations. S'il n'y a pas de synergie, s'il n'y a pas d'intégration, ça n'a pas trop de sens. Ma dernière question, les parcours de santé, les parcours de soins, vous y travaillez, vous? Oui. On aide beaucoup les équipes, et il y a toute une partie de la NAP qui travaille là-dessus pour aider en fait à la dimension managériale au sens large du terme, hein, pas du management gestionnaire administratif et du management des soins. Donc il y a toute une série d'outils de la NAP qui se branchent sur les recommandations HAS ou sur la construction des parcours HAS pour permettre aux différents acteurs au niveau des ARS, acteurs au niveau de ceux que sont les plateformes territoriales d'appui, demain peut-être les CPTS, pour organiser cette collaboration entre les différents intervenants. Merci d'être venu nous voir, Merci Dominique Meigne.